Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Notre mission aujourd'hui, tirée de l'analyse implacable des documents de Joker Impact, c'est vraiment de trancher une question vitale. Une question qui fâche un peu d'ailleurs. Ouais, carrément. Est-ce que le monde de l'entreprise moderne pilote réellement sa trajectoire ou est-ce qu'on court tous bêtement dans le vide? C'est tout le problème actuel, ouais. Franchement, pour bien visualiser le truc, il faut imaginer un instant un hamster dans sa roue. Mais attention, pas n'importe quelle petite roue de cage, hein. Une roue somptueuse, chromée, bardée d'écrans 4K et de capteurs thermiques. Le truc ultra high-tech, quoi. Voilà, des indicateurs de performance, les fameux KPI, qui clignotent en LED fluo à chaque foulée. Le hamster sprint à s'en arracher le cœur, la sueur perle, le rythme est complètement infernal. Et le pire, c'est ce qui se passe autour de la cage. C'est ça, juste devant la cage, on trouve une direction en costume sur mesure qui applaudit à tout rompre. Genre, oh, quelle énergie fantastique! Quel dynamisme exceptionnel! C'est d'un cynisme fou. Le drame, c'est qu'à l'intérieur de la roue, les équipes crachent leurs poumons en réalisant qu'elles n'ont pas avancé d'un seul centimètre depuis 6 mois. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce que cette scène, c'est littéralement le quotidien de millions de personnes. C'est une métaphore d'une cruauté absolue. Mais bon, c'est l'illustration clinique de la plus grande illusion contemporaine. Enfin, je veux dire, la confusion totale entre le mouvement et la direction. L'agitation n'est pas l'action, quoi. Exactement. Il faut redéfinir urgemment ce qu'est un véritable pilotage. Piloter, dans un sens adulte et stratégique, c'est pas faire de la poésie managériale ou empiler des tableurs Excel jusqu'au plafond. Non, ça, c'est faire de l'administration. Grave. Piloter, c'est faire des choix. C'est définir une trajectoire claire, regarder un maximum de 3 à 7 signaux vitaux, ajuster le tir, prendre une décision tranchée et surtout fermer la boucle. Et j'imagine que ce qu'on observe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Absolument rien à voir. C'est ce que la source appelle super pertinemment la course permanente. Et cette course permanente, c'est un système fascinant quand on l'étudie un peu de l'extérieur. On mesure tout, on s'agite frénétiquement, on vomit des reportings à longueur de journée. Sans arrêt. Mais paradoxalement, personne n'a le pouvoir de changer quoi que ce soit. C'est dingue. L'entreprise ressemble de moins en moins à un lieu de création de valeur et de plus en plus à un tribunal permanent de l'apparence. Un tribunal de l'apparence, c'est le mot juste. Un théâtre absurde où chaque employé passe ses journées à préparer sa propre défense. Du genre, regardez mes tableaux de bord, regardez mes graphiques, j'ai bien fait ma part du processus, donc si le bateau coule, je suis innocent. Bah ouais, ce besoin maladif de justification, ça prouve que le système entier repose sur de fausses preuves pour tenir debout. Et les documents qu'on analyse démontent brillamment cette mascarade à travers 4 arnaques systémiques. Ok, la première, c'est quoi? La racine du mal. L'illusion de la maîtrise. C'est cette croyance religieuse, totalement irrationnelle, qui postule que multiplier les indicateurs de performance équivaut mécaniquement à augmenter le contrôle sur la réalité. Genre, plus j'ai de données, plus je maîtrise. Voilà. L'idée sous-jacente, c'est que si on traque chaque micro-variable, on évitera forcément de se prendre le mur. Sauf que bon, c'est une aberration cognitive. Le cerveau humain, tout comme une organisation d'ailleurs, c'est incapable de traiter 50 variables en même temps en cas de crise. C'est impossible, ouais. Plus on génère de KPI, plus on génère de bruit blanc. C'est une cacophonie complètement organisée qui donne aux dirigeants le petit frisson de pouvoir, alors qu'en réalité, ils ne contrôlent plus rien du tout. Les sources utilisent d'ailleurs une analogie qui frappe super fort là-dessus. C'est exactement comme si un architecte décidait, tu vois, d'installer 47 alarmes incendie différentes dans les bureaux. Juste pour maximiser la sécurité sur le papier. Ouais, voilà. Mais le résultat est prévisible mathématiquement. Le système devient totalement hystérique. Ça sonne pour une tartine un peu trop grillée à la cafetière, ça hurle pour un courant d'air dans le couloir. Ça clignote rouge parce que Jean-Michel a branché son radiateur sous son bureau. Grave. Et la conséquence psychologique de cette hystérie, elle est dévastatrice. Au bout de 3 semaines, l'habituation s'installe. Plus personne ne lève le moindre sourcil. En feu, tout le monde reste calmement assis devant son écran, avec le casque sur les oreilles, en se disant « c'est probablement un énième test de sécurité stupide exigé par le siège ». C'est d'un aveuglement terrifiant. Et cette panique face à l'incertitude engendre logiquement le deuxième symptôme de la maladie, la réunionite aiguë. Ah, la fameuse. L'anxiolytique par défaut du management moderne. Complètement. Un projet tout simple, on convoque 8 personnes. Un manager a un doute existentiel un mardi matin, vite un point de 5 haut. Et si un dossier avance bien? Organisons un comité de pilotage pour vérifier qu'il avance vraiment bien, tiens. C'est plus du boulot, c'est une liturgie. Ces réunions ont leur propre rituel, leur grand-messe. Elles demandent beaucoup de foi aveugle de la part des gens autour de la table. Mais au final, elles produisent aucun miracle concret.
Et qui dit rituel, dit relique. C'est là qu'intervient la troisième arnaque, la prolifération complètement absurde des outils. Ah oui, la promesse initiale de la tech, c'était de fluidifier l'information, non? Sur le papier, oui. Dans les faits, on assiste à une balkanisation de la communication. On se retrouve avec le logiciel officiel imposé par la direction à coups de millions, Qui marche jamais. qui rame, ouais. Puis t'as le fichier Excel de secours que les équipes maintiennent en cachette parce que l'outil est inutilisable, Et enfin, l'ultime rempart, le groupe WhatsApp de survie. où les vrais problèmes se règlent clandestinement à 22 heures. Cette fragmentation, ça prouve que l'information se trouve absolument partout, sauf à l'unique endroit où elle serait utile pour prendre une décision stratégique. C'est fascinant. Et quand cette architecture bancale finit par s'effondrer, la réponse d'en haut, c'est toujours « Ah, mais les équipes manquent de raideur, il nous faut un nouveau process ». Alors que ce qu'on exige des gens à ce stade, c'est pas de la rigueur, c'est de l'instinct de survie en milieu hostile, quoi. Ce qui nous amène à la dernière arnaque. La conséquence finale de cette perte de repères, c'est l'inflation de la gravité. Le moment où l'urgence devient le seul synonyme de l'importance. Tout le monde court, tout est vital. Chaque mail a un drapeau rouge. C'est une défaite mathématique. Quand absolument tout devient la priorité numéro 1, plus rien ne l'est. Ouais. C'est à ce moment précis que le concept d'agilité, qui était pourtant noble à la base, est complètement dévoyé et brandi comme un bouclier. On exige des gens qu'ils bondissent d'une urgence artificielle à une autre au gré des paniques du boss. On peut ça être agile, mais bon, les documents de Joker Impact mettent vraiment le doigt sur la plaie. C'est de l'évitement organisé. C'est la fuite en avant d'une direction qui est juste incapable d'assumer des choix clairs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que lorsqu'on administre cette usine à stress, jour après jour, les conséquences dépassent la théorie. Le travail en lui-même perd toute sa substance. On assiste à l'avènement du reporting théâtre. Exactement. Les chiffres ne sont plus des phares pour éclairer la nuit, ils deviennent du maquillage de scène. On transforme les esprits les plus brillants de l'entreprise en de vulgaires secrétaires de tableau de bord. Le but, c'est plus de produire, c'est de générer de la donnée pour prouver qu'on a transpiré. On ne résout plus les problèmes, on les trace. Et le coût humain de cette dérive, il est hyper insidieux. C'est le triomphe absolu de l'indicateur toxique, sournoisement déguisé en outil d'optimisation. Il faut vraiment s'arrêter sur une expérience réelle, décrite dans les sources, parce que c'est le résumé parfait de cette injustice. L'histoire du centre d'appel. Oui, d'une tristesse révoltante. On a un centre de gestion de requêtes clients. La direction décide d'optimiser la rentabilité en imposant un KPI tyrannique, le temps moyen de traitement. Ah, le classique. Faut aller vite. L'injonction est brutale. Il faut expédier les appels. Et là, tu imagines ce qui se passe psychologiquement sur le terrain. T'as des employés la boule au ventre, les yeux rivés sur un chrono qui clignote en rouge. Pour survivre, ils n'ont pas le choix. Ils doivent maltraiter le client. C'est ça, hein. Ils sont contraints de couper la parole aux clients, de clôturer des dossiers complexes à la va-vite, tout en sachant pertinemment que le problème de fond n'est pas réglé. C'est la définition même de la blessure morale au travail. On te force à faire du mauvais boulot. Conséquence immédiate, le client furieux est toujours bloqué, il rappelle le lendemain. La qualité de service globale s'effondre lamentablement. Et les employés rentrent chez eux mentalement lessivés par l'absurdité du truc. Et le summum du cynisme institutionnel, c'est quand les directeurs de plateau débarquent avec leurs petits graphiques pour réprimander ces mêmes équipes en fustigeant leur soi-disant manque d'engagement face à l'insatisfaction client. Non mais l'hypocrisie est vertigineuse. On pourrait comparer ça à l'évaluation d'un service d'urgence médicale, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est comme si le directeur d'un hôpital félicitait chaleureusement un médecin pour avoir réussi l'exploit d'expédier 60 patients à l'heure hors de son cabinet avec juste une aspirine. Alors que la moitié revient en réanimation 48 heures plus tard. Exactement. Le système ne sanctionne pas le mauvais travail, au contraire, il l'encourage activement tant qu'il permet de faire passer une case Excel du rouge au vert. On rend les gens complices de la destruction de leur propre métier. Mais là, attends, il faut que je joue l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Dans une économie ultra compétitive, où les marges sont fines, mesurer la vitesse d'exécution, traquer la cadence, est-ce que c'est pas tout simplement le socle de la survie financière de la boîte ? Alors ça, c'est l'erreur de diagnostic la plus mortelle qui existe aujourd'hui. Il y a une confusion tragique entre l'agitation et l'avancement. Ce qu'on mesure dans ce centre d'appel, c'est la vitesse de l'agitation. La capacité à faire tourner la roue du hamster, en gros. Voilà, on ne mesure pas du tout la résolution du problème. Or, d'un point de vue économique, la seule chose qui a une valeur marchande à la fin de la journée, c'est le problème résolu. Tout le reste, c'est du gaspillage d'énergie. Des métriques de vanité, ouais. Alors face à ce désastre humain
et stratégique, la question vitale, c'est comment on enraye cette machine infernale? Comment remettre de la lucidité là-dedans? Et c'est là qu'intervient la méthode Joker Impact. Ce qui frappe avec leur approche, c'est que les outils sont pas conçus pour fliquer des enfants, mais pour responsabiliser des adultes. C'est un changement de paradigme radical. Le but, c'est de nettoyer le bruit ambiant. Et la pierre angulaire, c'est le cockpit une page. Ouais. La règle de base est d'une brutalité tellement salvatrice. Un indicateur n'a le droit de citer que s'il déclenche une décision concrète. Fini les métriques pour faire joli. C'est ça. Si un chiffre baisse et que la seule action qui en découle en réunion, c'est de dire « Ah, c'est dommage », On supprime ce chiffre, c'est juste de la déco. le cockpit se limite à l'essentiel. Un indicateur de cap, quelques moteurs de croissance, une alerte précoce et surtout un truc vital, un indicateur dédié à la santé du système lui-même pour traquer les coups de coordination qui épuisent tout le monde. Mais bon, avoir de bons compteurs, ça suffit pas s'il n'y a pas de rythme. Et pas la tyrannie de l'immédiateté, une vraie cadence. La méthode impose 3 boucles distinctes. Le point quotidien de 10 minutes d'abord. Et strictement limité à la levée des blocages. Pas de micromanagement sur ce qui a été fait la veille, on regarde uniquement les obstacles du jour. Ensuite, le point hebdo, conçu exclusivement pour regarder le cockpit et trancher dans le vif. Et enfin, le point mensuel, une respiration obligatoire pour analyser le système, qu'est-ce qui grippe la machine et créer de la frustration. Et à cette cadence s'ajoute une pratique d'une simplicité enfantine, mais qui fait l'effet d'une bombe nucléaire dans certaines boîtes. Le registre des décisions écrites. L'arme absolue contre l'amnésie collective. Grave, on consigne formellement qui a décidé quoi, sur la base de quels critères et à quelle date l'impact sera vérifié. Terminer les politiques de couloir et les fameux « Oh, je croyais qu'on avait dit l'inverse la semaine dernière ». C'est forcer l'organisation à grandir en fait. Et tout ça nous mène au concept le plus puissant de cette méthodologie, celui qui a un impact presque thérapeutique, la limite du travail en cours, le fameux WIP limit pour Work in Progress. Borner strictement le nombre de tâches qu'on mène de front. Exactement. Et cette notion prend vie à travers une pratique officielle et mensuelle, la création de la stop list. Ça, c'est génial. Faut s'imaginer la scène concrètement. C'est vendredi après-midi, t'es dans une salle de réunion, l'air est lourd, l'équipe est noyée sous les urgences contradictoires, et soudain, le management annonce « Voici la stop list du mois ». Ce projet de refonte, on l'arrête définitivement. Cette procédure complexe, on la jette à la poubelle dès ce soir. L'effet doit être dingue. L'effet est instantané. Le soulagement dans la pièce est palpable. C'est limite physique. Tu vois les épaules se détendre. Le cerveau humain revit lorsqu'on le libère de la charge mentale de ses tâches fantômes. L'énergie créative remonte parce que l'horizon se dégage, quoi. C'est l'immense pouvoir de l'abandon conscient. Et là, j'ai envie de citer, comme dit Sophia, la consultante stratégique de Joker Impact, certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin. C'est une super phrase. Apprendre à dire non de manière méthodique, avec le soutien de l'institution, c'est littéralement changer le destin d'une équipe au bord du gouffre. L'image est hyper forte, mais bon, si on prend un peu de recul, restreindre volontairement les chantiers en cours, ça semble totalement contre-intuitif pour beaucoup de dirigeants. Lancer 50 initiatives en même temps, attaquer sur tous les fronts, c'est pas la définition de l'ambition. Ça donne pas l'impression d'aller plus vite. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, c'est là l'essence de la tragédie. Limiter le WIP, ça semble basique, mais c'est profondément subversif dans une culture d'entreprise droguée à l'hyperactivité. Ouais, on veut tout faire en même temps. L'analogie parfaite, c'est le grand chassé-croisé sur l'autoroute en plein mois d'août. Si on laisse toutes les bagnoles s'engager en même temps sur les voies au nom de l'ambition, on crée juste un embouteillage monumental. Personne dépasse les 10 km/h, la pollution explose et tout le monde se déteste. Exactement. Lancer plus de projets ne génère aucune vitesse, ça crée uniquement de la congestion. Le vrai courage managérial, c'est pas de donner le coup d'envoi à tout bout de champ, c'est d'avoir la discipline de terminer un projet avant d'en empiler un nouveau. Le constat est limpide. Les solutions existent, elles sont documentées, elles traitent les individus en adultes. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi ces méthodes ne sont pas la norme partout dès demain matin? L'analyse de Joker Impact est sévère là-dessus. C'est parce qu'il existe un pacte de non-agression tacite, une complaisance généralisée dans la médiocrité. Il est temps de mettre tout le monde sur le banc des accusés. Ouais, la direction, bien sûr, mais aussi les équipes. Commençons par la direction. Un comité qui exige des dizaines de reportings hebdomadaires, mais qui refuse obstinément de trancher ou de prendre des décisions impopulaires. C'est pas un organe de pilotage. C'est un générateur d'anxiété.
Ils maintiennent les équipes dans un brouillard perpétuel en les obligeant à deviner la stratégie. Et quand ces mêmes dirigeants s'épanchent dans la presse sur le désengagement ou le quiet quitting, Quel aveuglement spectaculaire! Ces employés sont pas paresseux, ils sont devenus extrêmement lucides sur la futilité de leurs efforts. Ils ont juste arrêté de courir dans la roue. mais bon, l'équipe a aussi sa part de responsabilité écrasante. Les documents refusent la victimisation facile. Produire un PowerPoint de 60 slides, rempli de jargon pour justifier son poste, c'est une armure. Mais en faisant ça, on alimente le monstre. C'est vrai. Si on absorbe le chaos sans jamais oser exiger de la clarté, on est complice du système cannibale. Faut faire la distinction entre agitation professionnelle et conscience professionnelle. Beaucoup s'imaginent qu'être un pro, c'est brasser de l'air, répondre aux mails à minuit, multiplier les réunions. L'erreur de débutant. Grave. Un véritable pro est un finisseur. Quelqu'un qui a la rigueur de clôturer un sujet, de rendre son boulot lisible et qui a le cran de refuser catégoriquement le travail flou qui vient d'en haut. Exiger des critères précis, refuser de naviguer à l'aveugle, c'est ça la maturité. D'ailleurs, la méthode Joker Impact propose un test de lucidité brutal pour ça. 7 questions comme des électrochocs en salle de réunion. C'est redoutable. Ça commence par quel est le cap exact de l'entreprise sur les 90 prochains jours? En une seule phrase, compréhensible par tous. Déjà, si personne n'arrive à formuler ça, tout le reste est inutile. Ensuite, on enchaîne tout. Quels sont les 3 uniques signaux qui pourraient indiquer de la stratégie des rails? Puis on attaque la bureaucratie. Quel est le délai standard et réel pour obtenir un arbitrage ferme? Et où ces décisions sont-elles tracées noir sur blanc? 4e point, la charge cognitive. Combien de chantiers massifs sont réellement ouverts de front? Et la question qui pique, qu'est-ce qui a été officiellement et définitivement arrêté au cours de ce mois? Et la dernière, qu'est-ce qui fatigue le système au quotidien sans créer une seule once de valeur? Franchement, les silences gênés qui suivent ces questions. C'est la meilleure des réponses. Ouais. Si l'encadrement bégaye là-dessus, c'est la preuve absolue qu'on n'est pas dans un navire en train d'être piloté, mais dans une barque qui prend l'eau en pleine tempête. Ce qui nous amène à une conclusion d'un cynisme très rafraîchissant. La définition authentique du pilotage managérial, c'est l'art de réduire drastiquement l'incertitude pour que des humains puissent accomplir un travail propre et utile. C'est beau? Si la structure augmente mécaniquement le stress, épaissit le brouillard et multiplie les tableaux stériles, il n'y a pas de management. C'est juste une fuite en avant camouflée sous du jargon. Et ça pose la question la plus dérangeante soulevée par les Sylvéaki. Dans les boîtes actuelles, qui a réellement le droit de ralentir le système avant qu'il l'explose? Une question fondamentale. Si la réponse honnête est absolument personne, alors on n'est plus dans une entreprise, on est sur un gigantesque tapis roulant industriel, dépourvu de toute morale, qui avale frénétiquement tout ce qu'on jette dessus. Fatigue. D'ailleurs, ça force à se poser une ultime réflexion. Si, dans ces environnements modernes, le seul moyen de prouver sa valeur, c'est de passer son temps à générer de la donnée sur le travail plutôt que de faire le travail, On marche sur la tête. est-ce que nos entreprises ne sont pas en train de muter silencieusement, de se transformer en d'immenses machines de simulation? Des jeux de rôle, grandeur nature, où l'obsession pour la métrique est devenue la finalité, et où le vrai produit, et même l'humain, n'est plus qu'un détail embarrassant. C'est l'ultime perversion du système. Le triomphe de l'apparence sur la substance. On préfère largement foncer dans le mur avec un tableau de bord parfaitement vert plutôt que de réussir de manière invisible. Nous voici au terme de cette plongée au cœur du système. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouve tranquillement assis à son bureau et qu'on entend s'approcher le grincement de la roue chromée de la performance, Le hamster n'est pas loin. la prochaine fois qu'une direction exige dans l'urgence absolue un tout nouveau tableau de bord clignotant, il suffit de prendre une grande inspiration, de regarder son interlocuteur droit dans les yeux et de lui poser la seule question adulte qui vaille. D'accord. Et très concrètement, quelle décision prend-on si ce chiffre bouge? Et si le silence s'installe? Il est probablement temps de descendre de la roue. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour cette réflexion. À très bientôt.